Salut Charlotte, merci beaucoup d'être avec moi sur le plateau de Playlivre. Je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi. Merci beaucoup d'être venue. Charlotte, tu es cofondatrice avec Mélissa Benoît du studio de podcast narratif Louis Média. Louis Média, c'est des contenus de podcasts de très grande qualité. On y parle d'émotions, d'histoire, de plein d'autres choses. Et tu le dis souvent, votre but, c'est de raconter l'époque. Oui, on dit que c'est de faire ressentir le monde. Plus exactement, c'est effectivement de raconter notre société, mais à travers des histoires, des personnages, et donc des choses très dans l'émotion, quoi. L'époque, c'est aussi, et c'est l'objet de ton dernier livre, 2 à 3 enfants par classe abusés, agressés et incestés. C'est le mot qu'on emploie maintenant pour parler d'abus sexuels sur les enfants. Comment il est né, ce livre-là ? En fait, quand j'avais 26 ans, je dînais un soir au restaurant avec mes parents. Et mon père sort de table quelques instants. Et puis, je ne sais absolument pas comment ça surgit dans la conversation. Mais ma mère me dit, tu sais, moi, mon père... Et je dis, non, de quoi tu parles ? Comme il a essayé d'abuser de moi. Et vraiment, c'est un sujet qu'on n'avait absolument jamais abordé en 26 ans, alors qu'on est extrêmement proches, ma mère et moi, qu'on est une famille nucléaire où on se parle énormément de vrais sujets, on débat beaucoup, etc. Et en fait, ce qui m'a surprise à ce moment-là, c'est pas tant qu'elle ait été victime d'inceste, parce qu'on devine un petit peu toujours les secrets de famille. Et c'était logique, en fait, pour moi, par rapport à ce que je savais d'elle, par rapport aux angoisses qu'elle avait pu nous transmettre et me transmettre en particulier. En revanche, ce qui m'a vraiment surprise, c'est ce silence. C'est de me dire comment c'est possible que ma mère, avec qui je parle autant depuis autant d'années, elle n'ait pas pu me dire ça, qu'il y ait eu ce tabou-là sur son histoire. Et du coup, le podcast et le livre sont nés comme ça, le podcast puis le livre, de ce questionnement de pourquoi ma mère n'a pas pu me parler. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là ? Et justement, tu disais, initialement, c'est un podcast. Tu as recueilli plein de témoignages. Tu es allé beaucoup plus loin parce que cette découverte de ce qui est arrivé à ta maman, justement, tu as voulu l'enrichir ou essayer de comprendre en allant tutoyer la souffrance d'autres gens, recueillant des témoignages. Et ça, c'est très émouvant. On peut écouter encore ce podcast. Et tu as choisi... Ça aussi, je trouve que ça dit quelque chose de la façon dont tu as de raconter des histoires, ce titre, ou peut-être une nuit. Ou peut-être une nuit, on reconnaît, c'est une partie de la chanson de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Pourquoi c'était important pour toi de ramener de la fiction, de ramener une part même peut-être poétique dans ce travail d'enquête ? Alors, c'est moins ramener de la fiction que ramener effectivement de la littérature ou de la narration. Et je pense qu'une des choses qui se passe quand on est victime de violence, a fortiori si on est un enfant, et si c'est ce type de violence qui est une violence très particulièrement grande, c'est que ça déréalise les choses, ça enlève leur sens aux choses, en fait. C'est-à-dire que les enfants qui ont été victimes de ce type de violence ne comprennent plus ce que c'est l'amour, puisque les gens qui sont censés les aimer le plus les ont abîmés, violentés. Ils comprennent plus forcément ce qu'est leur histoire, puisque s'ils sont victimes de mémoire traumatique, qui est le fonctionnement par lequel le cerveau met de côté les événements trop violents pour nous protéger, donc s'ils sont victimes d'amnésie traumatique, ils peuvent avoir oublié une partie de leur récit. Ils comprennent plus que la sexualité, qui est censée être quelque chose d'agréable et qui suscite du plaisir, est aussi quelque chose qui est associé à de la douleur. Donc en fait, ça enlève du sens au monde et à sa place dans le monde. Et ce que fait la littérature et ce que font les récits en général, c'est que ça donne du sens, en fait. Et moi, c'était vraiment, de manière très égoïste, c'était ça ma quête. C'est pour ça que j'ai eu besoin de raconter une histoire à partir de ma mère. Et ensuite, au-delà, c'était parce que j'avais besoin d'inscrire l'histoire de ma mère, qui est au cœur de mon travail, de ce travail-là, de peut-être une nuit, dans une histoire plus grande qui est le patriarcat dans lequel on vit et qui est la société dans laquelle on vit. Et donc j'avais besoin de tisser entre elles les voix d'un certain nombre de personnes pour trouver ce sens-là, mais vraiment pour moi, c'est-à-dire pour comprendre, quoi. Et tu dis d'ailleurs que tu t'es accrochée à la corde qui avait
pressé par d'autres. Je crois que c'est la formule que tu emploies et tu fais notamment référence à Camille Kouchner, avec qui tu es devenue amie maintenant, et qui t'a confié son témoignage et qui te dit cette phrase très belle. Tu sais, on en sort de ce genre de traumatisme, on n'en sort que si on finit par être entendu, si ce secret est entendu. Oui, qu'il ne suffit pas de parler, qu'il faut être entendu. En fait, je trouve que c'est une des choses qui, moi, me rend optimiste sur ce qui s'est passé ces dernières années. Avec Camille, on s'est rencontrés à l'issue de la publication de son livre. Je l'ai interviewé et voilà, on s'est très, très bien entendu. Je rappelle que oui, son livre, c'est La famille Condé, qu'elle avait écrit sur son frère qui a été victime d'abus par son beau-père. Voilà, et qui a déclenché le débat national qu'on sait sur l'inceste en France. C'était il y a moins d'1 an, parfois j'ai l'impression que c'était il y a déjà des années, mais c'était en janvier dernier que son livre est sorti. Et en fait, le travail de Camille, elle en a beaucoup parlé, moi, avant que je la rencontre, en interview et tout ça, elle disait que La fabrique des pervers, qui est un livre qui était sorti quelques années plus tôt, l'avait beaucoup inspirée. Quand Adèle Haenel a parlé à Mediapart des violences qu'elle avait subies, elle a parlé du documentaire qui était sorti sur Michael Jackson, qui avait déplacé quelque chose en elle et qui l'avait incité aussi à parler. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de Vanessa Springora. Donc en fait, c'est ce que j'appelle cette espèce de corde tressée par 1000 femmes. Et vous savez, dans les cordes auxquelles on grimpe, il y a ces gros nœuds auxquels on peut accrocher nos pieds. Personnellement, je ne fais pas de cordes, mais je pense que l'image est quand même parlante. Et ces œuvres-là, que ce soit le livre de Camille Kouchner, celui de Vanessa Springora, et puis d'autres. Et pour moi, Le berceau des dominations, qui est le livre de l'anthropologue Dorothée Ducy, il a beaucoup compté aussi. Et c'est une anthropologue que j'ai interviewée longuement et qui raconte qu'elle a travaillé pendant des années sur l'inceste et qu'au bout d'un moment, elle a arrêté parce que c'était trop difficile, parce que ça plaisait pas à son entourage, parce que c'était lourd à porter pour elle, etc. Et elle s'est mise à travailler sur les abeilles. Et elle m'a écrit un message quand le livre est sorti. Et je l'interviewe, donc on lit aussi son travail à l'intérieur de mon livre. Et elle m'a dit, je trouve ça hyper beau de voir toutes nos pensées, tous nos travaux enchâssés comme ça, les uns dans les autres. Il y a aussi Muriel Salmona, enfin il y a beaucoup d'autres auteurs qu'on va évoquer. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est que je me dis, tiens, Charlotte en fait un podcast, on l'écoute, elle décide de l'écrire. Et pourtant, elle commence son livre par une citation d'Yves Bonnefoy, qui s'appelle « Dans le leurre des mots ». Et cette citation se conclut en disant « Partout en nous, rien que l'humble mensonge des mots qui offrent plus que ce qui est ou disent autre chose que ce qui est. » Et je me dis, malgré ces mensonges-là, tu as décidé de les écrire, de vouloir en faire quelque chose de concret sur papier. Pourquoi, si les moments de vouloir les écrire quand même? En fait, ce poème, Dans l'heure des mots, c'est dans un recueil d'Yves Bonnefoy qui s'appelle Les planches courbes. Et c'est un hommage à la poésie. Et pour résumer un peu grossièrement, il raconte que par la réinvention du langage, on peut transformer le monde. Et que par la poésie, on peut transformer le monde. Et je pense que dans tous les travaux de réflexion féministe de ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se concentrent sur le langage. Et c'est tout ce qui est très clivant dans les débats aujourd'hui sur la féminisation du langage, sur le fait d'employer tel ou tel pronom, il y a énormément sur la disparition de Mademoiselle il y a quelques années. Enfin, il y a énormément de choses qui se focalisent sur le langage. Et moi, je pense que c'est extrêmement important parce que tout ce qui fait qu'on fait société, c'est le langage. Le fait, à un moment donné, de voter, d'écrire, de mettre le nom de quelqu'un dans une urne, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on fait un choix politique. Les lois, c'est des textes. Tout ce qui fait qu'on échange les uns les autres, qu'on arrive à s'entendre ou pas à s'entendre, tout ça, c'est que du langage. Ce qui fait qu'on fait société, c'est le langage. Donc, essayer de repenser le langage, les mots qu'on utilise et du coup la manière dont on désigne le monde et du coup la manière dont on le pense, pour moi, c'est hyper fondamental. Et le fait que si j'ai voulu faire un livre après avoir fait le podcast, c'est parce que je pense que le podcast, et parce que c'est une industrie naissante, donc qui est moins sacralisée que le livre, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'intangible. On n'a pas le podcast là posé entre nous aujourd'hui, mais on a le livre. C'était une manière de sortir du silence, moins douloureuse pour moi, plus accessible, qui allait me permettre ensuite
l'aboutissement de cette sortie du silence et la véritable sortie tangible, définitive et indéniable, qui est que ce récit, l'histoire de ma mère, et du coup ma sortie aussi du silence à moi, on peut la voir, elle existe maintenant indéniablement dans le monde grâce au livre. Vous êtes, tu es, toi, Charlotte, une raconteuse d'histoire, c'est ce que tu fais, c'est ton métier, tu en as fait ton métier. Et je me demandais comment on fait pour recueillir ce genre d'histoire, justement. Ça ne s'improvise pas, c'est des récits, des témoignages qui sont souvent très lourds, qui charrient avec eux des histoires extrêmement douloureuses. Comment on raconte des témoignages pareils ? Je pense que, en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été un travail progressif au fur et à mesure de ma carrière. Et je me rends compte, si je veux me raconter les différentes choses que j'ai produites ces dernières années, que je pense toutes m'amenaient petit à petit vers ce projet-là. Et le premier podcast que j'ai créé quand on a lancé Louis Média avec Mélissa Bounois, c'est un podcast qui s'appelle Entre, dans lequel j'ai suivi une petite fille pendant 1 an dans sa sortie de l'enfance. Je l'interviewais toutes les semaines et ça a donné 26 épisodes assez courts où elle raconte ce que c'est de sortir de l'enfance. Et je suis retombée sur la note d'intention que j'avais écrite à l'époque, alors que j'avais absolument pas l'intention de travailler sur Ou peut-être une nuit. Et j'expliquais déjà dans la note d'intention que c'était une réflexion sur la manière dont on considère la parole des enfants. Et en fait, je pense que cette question de la parole et des enjeux de pouvoir autour de la parole, qui a le droit de parler, qui a voix au chapitre, qui a le pouvoir sur le récit qu'on se fait individuellement et collectivement, je pense que c'est quelque chose qui m'obsède depuis très longtemps et qui préside à mon désir de devenir journaliste. Et du coup, au fur et à mesure des différents projets que j'ai menés, j'ai appris à recueillir cette parole et j'ai fait une rencontre d'une femme qui est devenue une amie aujourd'hui et qui est dans le livre aussi, qui s'appelle Laure, que j'avais rencontrée pour un autre podcast que j'avais créé il y a quelques années. Et elle avait envoyé un mail en disant « j'ai une histoire à raconter ». Et je m'étais dit « celle-là, je vais la prendre ». Oui, parce que tu reçois énormément de messages et de démêler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de démêler tout ce que te témoignent les gens, tout ce dont ils ont envie de te parler. Pour le coup, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était l'histoire de Laure. C'était vraiment un message anonyme qui disait « j'ai une histoire à raconter, si ça vous intéresse ». Et généralement, je dispatchais les messages entre l'équipe, etc. Et je me suis dit, celui-ci, je vais le prendre. Et il se trouve que c'était une histoire très similaire à celle de ma mère, que Laure avait été victime d'inceste. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, cette histoire, je n'ai jamais pu la raconter à personne, parce que mon entourage ne veut pas l'entendre. Et qu'à chaque fois que j'essaye de leur raconter, je vois que ça leur fait du mal, et ça leur fait tellement de mal que ça me fait du mal pour eux, et donc je me tais. Et leur souffrance sur mon histoire me fait taire. Et toi, je peux te raconter parce que je te reverrai plus jamais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là de l'équilibre qu'il fallait que j'arrive à trouver entre l'empathie et en plus, moi je suis quelqu'un d'assez sensible, je pleure assez facilement. C'est vrai que face à ce genre d'histoire, je peux me laisser un peu ébranler. Et la force qu'il faut montrer pour dire à la personne, je suis capable en fait de recueillir ton histoire, tu peux parler. Sinon, c'est aussi encore une manière de faire taire. Il y a quelque chose qui est au moins aussi présent que la parole et les mots, c'est le silence. Et tu en parles énormément dans ton livre. Tu as une formule que je trouve assez belle. Tu dis c'est les poupées russes du silence. Le silence se transmet de génération en génération. Et généralement, l'inceste trimballe ce silence-là comme un bouclier. Comment tu as pu observer ce phénomène justement de poupées russes ? En fait, une des choses qui m'a beaucoup frappée pendant mon enquête, c'est de mesurer à quel point toutes les histoires que je recueillais s'enchassaient dans le même système. Et ça m'avait frappée aussi à la lecture de La Familia Grande quand c'est sorti. Je m'étais dit, c'est dingue, on retrouve exactement tous les mêmes mécanismes. Et un de ces mécanismes, c'est l'impossibilité de laisser circuler la parole. C'est-à-dire, on dit quelque chose à une personne et cette personne ne va plus en parler autour. Et il faut recommencer en permanence et re-raconter. Et c'est un recommencement perpétuel. Et par exemple, quand ma mère a raconté son histoire à un de nous trois, on est 3 enfants, la première fois, c'était à ma grande sœur. Ma grande sœur ne m'a rien dit. Mais pendant des années. Et un jour,
parce que je pressentais... Et tu as toi-même rien dit, je crois, Et ensuite, moi, j'ai rien dit dit à mon petit frère. Et c'est quand j'ai décidé de raconter cette histoire publiquement que je leur en ai parlé et qu'on en a parlé. J'en avais jamais parlé avec mon père non plus, alors qu'il connaissait l'histoire depuis sa rencontre et le moment où ils étaient tombés amoureux avec ma mère, donc depuis des dizaines d'années. Et en fait, à chaque fois, on est dans une forme de rétention qui fait que la nouvelle personne qui apprend le secret est seule. Et cette solitude-là, c'est un peu ce qu'on disait sur le sens tout à l'heure, c'est du coup, on ne sait pas quoi faire de ce récit et on ne sait pas que c'est un problème politique et du coup, on pense qu'il n'y a rien à faire et que la monstruosité est potentiellement en nous. Et il y a cette formule que je trouve incroyable, je ne sais plus qui l'a dit, mais je l'ai retenue du livre, c'est un vrai tabou porte en lui une vraie dissuasion. C'est dans le livre de Dorothée Ducy, c'est dans le berceau des dominations. Ouais, et elle explique effectivement que tout le travail de Dorothée Ducy, c'est de montrer à quel point, là où on croit que le tabou de l'inceste est ce qui nous constitue en tant que société, c'est en réalité le fait de le pratiquer dans cette dissociation en faisant semblant que c'est un tabou. Et c'est cette dissonance-là qu'elle explique dans son travail. Et c'est impossible, une fois qu'on regarde la réalité en face, de se dire que l'inceste est tabou quand on sait que c'est 7 à 10% de la population qui en est victime. Que c'est le tabou le plus partagé du monde, quoi. Il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont beaucoup marquée, et la découverte notamment d'auteurs, dont Muriel Salmona, qui a fondé l'Association des mémoires traumatiques et de victimologie. On apprend des choses très concrètes avec ton livre. Par exemple, on accuse souvent les victimes d'agressions sexuelles, enfants, femmes, d'avoir des troubles de mémoire, de ne pas se souvenir, précisément d'avoir des discours assez incohérents. Et il se trouve que c'est un des effets de ces abus, des conséquences de ces abus, et ça, on l'ignore la plupart du temps. Oui, en fait, c'est vrai que ça paraît fou, quand on n'est pas familier de ces sujets-là, de se dire comment on peut avoir été victime d'une violence immense et l'oublier. Alors qu'au contraire, on a le sentiment que plus il se passe des choses anormales dans notre quotidien, plus on s'en souvient. C'est-à-dire que s'il y a un attentat près de chez vous à telle date, vous allez précisément vous souvenir de cette date très très fort parce que ça vous a marqué. Mais il y a un niveau où la violence est telle que ça génère des hormones de stress qui peuvent, pour le dire un peu vite, noyer le cerveau. Et du coup, pour nous protéger, le cerveau va déconnecter ça et en fait, au lieu de se stocker dans notre mémoire autobiographique, les souvenirs vont être dissipés ailleurs. On ne va pas les enregistrer à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on peut, pendant des années, mais quand on se dit des années, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne pas se souvenir et même ne pas savoir qu'il y a quelque chose dont on devrait se souvenir. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un espèce de flou en se disant « j'ai des images, etc. » Mais il y a aussi des gens qui ne savent absolument pas qu'il y a un trou dans leur histoire. Et ça peut revenir par flash, ça peut revenir quand on est confronté à une autre situation de violence, ça peut revenir, par exemple, quand l'agresseur meurt et qu'on arrête d'être en contact et que, du coup, le cerveau arrête de nous protéger en générant cet oubli-là. Ça peut arriver de mille manières, mais en tout cas, c'est vrai et c'est très étonnant quand on le découvre qu'on peut oublier pendant extrêmement longtemps une violence dont on a été victime. Donc c'est un livre qui est à la fois à destination des gens qui ont été victimes de ces violences-là, mais aussi plus largement de tous les gens qui s'intéressent au sujet ou qui ont envie d'être plus alertes sur ces sujets-là, parce qu'on découvre effectivement des auteurs comme Muriel Salmona. Je reprends encore, j'ai découvert aussi le phénomène d'identification à l'agresseur. Donc il y a tout un tas de schémas en fait, psychologiques qui se mettent en place. Et là, c'est un truc assez troublant, c'est que la victime a l'impression d'être soi-même fou ou folle, puisque la victime rejoue ou alors se met dans la peau de son agresseur. Ça paraît complètement vertigineux, et pourtant, ce sont des troubles assez fréquents après ces agressions. Oui, et ça contribue au fait que les victimes peuvent avoir l'impression d'être des monstres. C'est ça. Ce qu'explique Muriel Salmona, c'est que la mémoire de l'agresseur, effectivement, est intégrée par la victime. La science ne sait pas concrètement comment c'est possible, mais de fait, les études cliniques, c'est-à-dire l'expérience empirique, montrent que ça existe. C'est nommé différemment par la psychanalyse ou par les neurosciences, etc. Mais donc, Muriel Salmona, elle parle effectivement d'identification à l'agresseur, et elle donne, par exemple,
plusieurs exemples, mais notamment celui d'une personne qui était au Bataclan pendant les attentats et qui un jour est devant sa télévision et qui voit des images des attentats de Bruxelles, qui est pris d'une espèce de crise de panique et puis tout à coup qui se met au contraire à rire et à être pris dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la douleur ou la peur. Et il se dit, mais je suis complètement fou, en fait. Et ce que dit Muriel Salmona, c'est non, en fait, c'est la mémoire de l'agresseur qui se joue en lui. Et ça, c'est une violence supplémentaire pour les victimes de se sentir colonisées psychiquement. Effectivement, avec ton livre, on découvre tout un tas de conséquences, d'effets dont on ignore beaucoup de choses. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire, est-ce que, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se sortir un jour de ce genre de souvenirs traumatiques, de ce genre de violence qui nous habite longtemps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, selon toi, après avoir reçu tous ces témoignages, il y a une porte de sortie? Moi, je pense que oui. Et c'est un équilibre difficile à trouver pour ne pas minimiser ce que sont ces violences. Et il y a des gens qui m'ont dit... au sujet de leur mère, par exemple, qui avait vécu ce que la mienne avait vécu ou ce genre de choses, j'avais pas du tout mesuré que ça pouvait avoir cet impact-là sur sa vie. Bah si, en fait. C'est vraiment quand on a été abîmé, violenté, réifié dans son enfance, on perd... Laure, cette personne dont je raconte, une des personnes dont je raconte l'histoire dans le livre, elle dit « il y a quelque chose qui est mort en moi ». Et ça reviendra jamais. Il faut absolument pas nier la gravité de ça, mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas de déterminisme, que les personnes qui sont victimes de ces violences, elles ne sont pas condamnées au malheur. Moi, ma mère, et c'est ce que j'essaye de raconter aussi dans le livre, parce que c'est aussi un peu une déclaration d'amour à ma mère, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement heureux et d'extrêmement solaire. Et c'est ce qu'elle t'a transmis aussi, c'est vrai. Non, mais non, mais sans doute, et je pense que c'est une part de personnalité, de hasard, voilà, mais parce que aussi, elle a eu la chance de tomber amoureuse très jeune de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, avec qui elle a construit un autre rapport au monde, à la douceur, à la bienveillance, à l'égalité, qu'elle est devenue étrangère aux logiques de domination et d'écrasement, et qu'on a vécu dans un cocon avec toutes les névroses familiales qu'on peut avoir comme tout le monde, mais en tout cas, on a vécu dans un monde protégé de ces violences-là. Et si on se soigne, si on est pris en charge, et c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle fondamental qu'ils ne prennent absolument pas aujourd'hui, c'est que si le corps médical était formé, si les enseignants étaient formés, les personnes qui ont été victimes de violences peuvent être prises en charge et accompagnées. Et c'est ce que tu dis justement dans la seconde partie du livre, il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire du niveau de la mauvaise prise en charge finalement institutionnelle aussi, de toutes ces institutions qui sont inadaptées face à ce genre de problème. Tu dis ni les juges ni les pouvoirs publics ne s'en sont manifestement rendus compte, ou alors pas collectivement, pas massivement. La machine ne s'est pas enrayée, aucune prévention n'est mise en place. Par exemple, dans les écoles, pour libérer et écouter la parole des élèves, tout ça n'existe pas, ce genre de dispositif qui pourrait éviter beaucoup de traumatismes. Oui, il y a des choses qui existent isolément parce qu'un directeur d'école ou un professeur principal va faire appel à une des nombreuses associations qui font ce travail de terrain. Mais il n'y a pas de mise en place globale, et notamment de budget mis sur le fait, déjà on manque de toute façon d'infirmières scolaires, de personnel enseignant, enfin on sait très bien dans quel état est l'éducation nationale aujourd'hui, alors que c'est les premières personnes à être en contact avec les enfants et à pouvoir recueillir leurs paroles. Mais je pense qu'il y a un manque de volonté politique qui est plus que désastreux, c'est criminel, je veux dire, de se dire il y a 7 à 10% de la population qui se fait violer dans l'enfance. Et ce qui est mis en place aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait rien, mais on fait rien sur la prévention. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes d'écoute pour les personnes qui ont déjà été victimes, et c'est très important de les écouter. De prévention. Voilà, il y a eu une aggravation des peines. Il y a le seuil de l'âge de minorité a été changé cette année, d'âge du consentement. Voilà, exactement. Donc il y a des choses qui sont mises en place, mais en termes de répression ou en termes de réflexion. Mais en réalité, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont fait énormément de constats, et on sait ce qu'il en est dans la société française. Enfin, je suis pour qu'il y ait des études et de la réflexion sur les sujets, mais en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est vraiment de la prévention.
Et tout ça, tu l'expliques aussi, c'est une des pierres que tu apportes à tout ça dans le livre. Tu dis, il y a carrément, on ne touche pas à la figure du père. Quelle qu'elle soit, on ne touche pas à la figure du père. Et même avant tout ça, dans l'histoire, dans la mythologie, depuis la nuit d'un temps, hein, on implique, c'est écrit, tu le dis, des hommes virils et forts qui font taire femmes et enfants. Donc, c'est-à-dire encore au-delà de nos sociétés, de notre modernité, de notre façon de vivre, il y a toute une mythologie, toute une histoire qu'on trimballe autour de ça, où les hommes soumettent les femmes et les enfants. Et tu dis, j'ai repensé à tous ces mythes. Et il y a celui d'Orphée qui ne doit pas regarder en arrière pour voir Eurydice à sa sortie des enfers. Et quand il se retourne, il la perd. Mais il y a aussi les mots, tous ces mots qu'on utilise, les femmes et les enfants d'abord. Je ne sais plus, il y a plein d'expressions que tu donnes qui sont révélatrices de tout ça. Qui ne dit mot consent. C'est une expression qu'on emploie souvent. Ouais. Et tu dis, c'est tellement ancré dans notre langage, dans notre société, dans notre façon de penser. Oui, il y a un exemple dans l'Odyssée ou dans l'Iliade, quand Ulysse part pour son long voyage et que Pénélope reste seule avec Télémaque. Et à un moment donné, il y a de la musique trop fort et Pénélope demande à Télémaque de faire calmer les choses. Et il lui dit, retourne à tes appartements, discourir est l'affaire des hommes. Et depuis la nuit des temps, on nous apprend que discourir est l'affaire des hommes. Et c'est tous les débats qu'on a eus, encore une fois, ces dernières années sur le mansplaining, le manterrupting, le fait que énormément le temps de parole des femmes dans les médias, la manière dont les femmes politiques sont interrompues beaucoup plus fréquemment que les hommes, etc. C'est une manière d'apprendre aux femmes, dès l'enfance, à l'intérieur de la famille, que le pouvoir des mots, donc le pouvoir du récit, donc le pouvoir de faire politique et du coup de choisir l'ordre social dans lequel on vit, c'est le pouvoir des hommes. Et je veux juste pas minorer le fait qu'il y a énormément d'hommes qui sont victimes d'inceste dans l'enfance. Et peut-être même que les chiffres sont encore plus sous-estimés puisqu'on pourrait imaginer que le tabou est encore plus grand. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que les agresseurs sont des hommes. À 98%, ce sont des hommes. Et du coup, il ne s'agit pas de dire que les hommes ne peuvent pas être victimes dans l'enfance, il s'agit de dire que le modèle qui est montré aux enfants, c'est celui de l'homme qui, pour être un homme fort, est dans la domination. Et il y a 1000 formes de domination. L'inceste est pour moi, c'est ce que Dorothée Ducy appelle le berceau des dominations, et ce que moi je voudrais qualifier du noyau du patriarcat, parce que c'est du coup la domination qui permet toutes les autres, et qui, comme elle nous apprend aussi le silence, puisque l'inceste est enfermé dans cette coquille de silence, le silence, c'est ce qui permet de perpétuer ces agressions, puisqu'on n'en parle pas, donc on ne touche pas à l'ordre social. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Franchement, j'encourage tout le monde à lire ton livre. Tu le dis à propos de Dorothée, mais je pense que c'est vrai pour le tien aussi. J'encourage tout le monde à aller écouter ce podcast, qu'on ait des gens victimes, ou dans notre entourage ou non. C'est hyper important d'être alerté. Tu le disais toi-même, depuis que tu sais tout ça, on est beaucoup plus alerte. Donc c'est aussi une responsabilité collective. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi dans Playlivre. Merci à toi. Et longue vie à ce livre alors, ou peut-être une nuit.